Quelles sont les transformations concrètes qui peuvent intervenir dans l'activité des agents publics et des élus par le processus de coproduction? En effet, le processus participatif engage l'ensemble de l'action publique dans des démarches beaucoup plus complexes que celles qui ont été développées traditionnellement. En ce qui concerne les procédures et les moyens, la pratique relève que derrière une philosophie partagée de l'intérêt pour la participation, et en particulier de la coproduction, il n'y a pas d'approche unique de mise en œuvre et que les moyens sont divers, voire inédits, d'un territoire à un autre. Les approches participatives s'inscrivent dans l'environnement culturel, politique, social, institutionnel, dans les traditions nationales et locales, dans les spécificités sectorielles et dans les territoires. Ils s'adaptent ou doivent s'adapter à la nature des problèmes à résoudre, aux ressources disponibles également. Ils peuvent être formels ou informels, ils sont institutionnels, institutionnalisés ou non, contraignants ou facultatifs, d'une importance, d'une intensité, fréquence et portée variable. Ils sont initiés par l'autorité ou par les acteurs concernés. Moi, je crois d'ailleurs que la meilleure façon de procéder, c'est d'imaginer des mécanismes de consultation à un moment où les choix sont encore ouverts, où il y a encore des choix à faire. Il faut cadrer le sujet. Bon, on peut faire des participations où on dit n'importe quoi, indépendamment d'écoute et des difficultés. Ça peut être libératoire en termes d'animation collective, mais ce n'est pas ça qui va changer le monde. Non, il faut cadrer les problèmes, mais alors il faut vraiment intervenir avec ce type de participation à un moment où il y a encore quelque chose à choisir en termes de choix. Et si on arrive à faire ça, alors on a vraiment une bonne opportunité. Et la grande difficulté, c'est alors d'arriver à entrer en dialogue avec ceux qu'on voudrait bien faire participer, mais qui ne participent pas. Parce que souvent, quand on offre une opportunité de dialogue, ce sont toujours les mêmes qui vont venir. Ceux qui vraiment seraient peut-être les plus intéressants à contacter ne viennent pas spontanément. Pour un tas de raisons, bonnes et mauvaises, mais dépasser cet obstacle-là, ça c'est un vrai défi. La Roumanie est un pays qui est un peu spécial parce que le milieu rural est très important. Il représente presque moitié de la population roumaine, presque moitié de l'économie roumaine aussi. C'est plus important ce secteur que dans d'autres pays de l'Union européenne. Voilà pourquoi les expériences associatives sont très importantes, pas du tout dans le milieu rural, mais surtout dans la zone urbaine et surtout dans les grandes villes comme Bucarest, Cluj, Iași, Timișoara. C'est-à-dire nous avons de bonnes expériences en ce qui concerne la participation de la société civile dans les grandes villes. Des expériences aussi très intéressantes en ce qui concerne les villes moyennes, mais pas du tout de bonnes expériences en ce qui concerne les villages. C'est vrai que l'administration locale, les partis politiques, les branches locales des partis politiques ont compris très bien le rôle de la société civile et ils ont créé une société civile parallèle qui est dirigée par le secteur politique et pas du tout par les citoyens. Et ça existe et est très influent dans les petites villes et dans les villages. Ça existe toujours. Et puis une autre caractéristique en Roumanie, c'est la forte présence de l'Église dans l'espace associatif. Les associations religieuses ont la capacité de mobiliser une grande partie de la population et de gagner beaucoup de ressources financières. Voilà, c'est une autre différence. Mais la religion orthodoxe n'est pas une religion très participative. C'est une organisation classique, c'est une religion classique. Et l'Église est vraiment très centralisée. Et ça n'aide pas du tout au développement de la participation publique, mais seulement de gagner d'argent pour, disons, des projets de petite envergure au niveau local. Some negative examples, I think this is important to give, would be in the distribution of some funds locally, whereby what you would want to have in your community is a wide range of different leisure activities for young people. And I watched a participatory budgeting process whereby about 6 groups who all did the same thing came and participated and kind of did rent a crowd and all won money
And actually some of the other things, some of the minority activities, some of the activities for people with special needs, for example, didn't get funding. And I felt that was a great shame. I think it's a great shame that some, if you like, organisations that need more support to do things don't seem to have that popular appeal, wouldn't get the funding. So, but I also took part in that process to win some money for a project that was trying to address violence against women and girls, and we won the money. So, you know, I also saw success as well. I just think we have sometimes popular processes can play to the lowest common denominator. So in that sense, we wouldn't necessarily always get quality projects. So I think that's the issue for me about how participatory budgeting is sometimes not a good tool. But I think it has to be, and it's about how we make it a good tool. And that has to come in the education of the community. So the community themselves will see that 6 organisations getting money for the same thing and special needs disabled children not getting any money somehow isn't fair. So we have to educate. I think maybe there need to be more divisions between the different budget headings in order to make that a better process. Les autorités publiques doivent utiliser un nombre élevé de formes pour organiser et partager les responsabilités entre acteurs. Pour les autorités, l'enjeu semble être le choix à faire parmi une multitude d'options pour trouver la meilleure manière de partager les responsabilités avec les autres acteurs. On verra ainsi un exemple au Royaume-Uni où il existe aujourd'hui des expériences des écoles coopératives, mais aussi les plus nouvelles expériences des écoles libres. Well, I believe in public education, and I believe that local authorities are best placed to make sure that we have equal opportunities for everybody. So I am not in favour of free schools. I find free schools very much driven by very aspirational, educated, middle-class parents who want the best for their children, and in that race for the best for their children, they will move house. Yeah, they will move house. They put the price, so the house prices go up. You know, it just changes a whole community. And then what you get is a school of very driven, kind of aspirational, stressed out, clever children, you know, whose parents all have pretty good jobs. And you don't have that rich diversity of school population that actually is a better reflection on society. So I am not really for free schools. I think that I'm a cooperator, and I'm actually a member of the Cooperative Party as well as the Labour Party. And the cooperative models of schools is quite interesting to look at. So these are schools which in fact have stepped outside of the local authority model, but they're taking on a very good socialist model as far as I can see. The cooperative model is about, I mean, you have to apply, you have to fulfill the 7 principles of cooperation, and they are certainly about having a just society and about having equality and about reciprocity and mutuality. So I think for me the model of cooperative schools is worth looking at.